J'enseigne essentiellement auprès d'étudiants qui se destinent à être professeurs des écoles. Et quand je suis arrivée justement à l'IUFM, j'avais jamais entendu parler de la pratique de la philosophie avec les enfants. Et j'ai regardé d'abord ces pratiques-là avec beaucoup de mépris et beaucoup de méfiance. Ça repose sur l'idée qu'avant de philosopher, il faut déjà avoir acquis un certain bagage. Alors, si je suis là devant vous ce soir, c'est que j'ai changé d'avis. Ma fille Adèle, à 4 ans, elle me pose toute une série de questions que je trouve extrêmement philosophiques, extrêmement déroutantes. Que le premier homme avait une maman. Pourquoi il y a des gens qui sont méchants? Il y a un moment à saisir, paradoxalement, pour la philosophie, c'est le moment de l'enfance. Et plus ils sont petits, et plus ils posent des questions sans autocensure. Pourquoi il faut philosopher avec les enfants? Tout simplement parce que les enfants se posent des questions philosophiques. La philosophie avec les enfants, c'est pas une innovation pédagogique. Ça fait plus de 40 ans que ces pratiques, elles se développent partout dans le monde, et selon des dispositifs qui sont, vous allez le voir, extrêmement différents. Le premier courant, on l'appelle psychanalytique. C'est un psychanalyste qui s'appelait Jacques Lévin. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'entendre et d'écouter cet étonnement des enfants, ce questionnement des enfants, ces angoisses, même parfois métaphysiques des enfants. Donc l'enjeu, il est dans l'écoute. Et Jacques Lévin dit, les adultes ont 2 stratégies pour éviter d'écouter. Premièrement, soit ils se renvoient la balle, soit, dit Lévin, ils répondent à l'enfant, tu verras ça quand tu seras grand. Et donc l'enfant se retrouve avec sa question qui est intense, vraiment ça peut le travailler, vraiment très fort, et il est démuni. Donc l'idée des ateliers philo dans ce courant-là, c'est des moments très courts, où l'adulte intervient très peu, et où l'enfant a le droit de poser sa question, on l'écoute, tout le monde va pouvoir rebondir, on ne se moque pas, on est vraiment dans le respect de la parole et de l'écoute de l'enfant. Deuxième courant, c'est le courant qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Célestin Freinet, c'était un pédagogue qui a inventé une méthode pédagogique qui est beaucoup basée sur le débat démocratique dans la classe, sur la coopération entre les élèves. Là, ce sont des débats qui peuvent durer jusqu'à 1h30. Tous les 20 minutes, on arrête la discussion et il y a des élèves qui sont chargés de faire la synthèse. Et le troisième courant, auquel moi j'appartiens, il s'agit de réfléchir à ce que pourrait être un enseignement officiel de la philosophie dès l'école maternelle. Avec quel support, selon quel dispositif, avec quels objectifs, voilà. Comment on transmet, comment on enseigne la philosophie. L'adulte est très présent. Le but, c'est d'acquérir une culture philosophique. Pour moi, ce sont des moments aussi où on va parler des philosophes, quel que soit l'âge. C'est une façon aussi de construire rigoureusement une pensée. Philosopher, c'est pas bavarder. C'est qu'en philosophie, on argumente, on problématise, c'est-à-dire qu'on comprend un peu les enjeux et la complexité, surtout de la question qui est posée. C'est pas si simple que ça. Et puis on conceptualise. Conceptualiser, ça veut dire tenter de définir ce dont on parle. Donc mon réflexe, quand j'ai commencé moi à animer concrètement des ateliers de philosophie et à réfléchir sur quel support on peut travailler, pour moi tout de suite ça a été la littérature, les récits. Et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ces 40 années presque maintenant de développement des pratiques philo sous des formes donc extrêmement diverses, bien, la littérature de jeunesse contemporaine semble elle aussi avoir pris de plus en plus en compte les interrogations métaphysiques des enfants. Le tournant en littérature de jeunesse, c'est le succès de la psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim en 1967. Bettelheim vulgarise cette idée-là, donc de l'enfant qui a des pulsions, qui a des désirs, et surtout que l'enfant, même très jeune, dès 4-5 ans, est capable d'interpréter des récits complexes, que sont les contes de fées de tradition orale, qui parlent d'inceste, qui parlent de cannibalisme, qui parlent de meurtre, qui parlent d'amour, qui parlent de haine. Donc les enfants, même très jeunes, sont capables d'interpréter les messages cachés du conte, et de l'interpréter pour mieux comprendre le monde et mieux se comprendre eux-mêmes. Donc c'est vraiment la littérature pour grandir et pour répondre à ces questions. À mon avis, le plus représentatif, c'est Claude Conti. Polène, au début de l'histoire, elle perd sa grand-mère. Donc elle va faire le deuil de sa grand-mère, elle va faire un long voyage avant de revenir chez elle. Au début de l'histoire, elle est harcelée par un monstre qui s'appelle Horty. C'est à la fin de l'album, elle revient chez elle grandie. Et elle retrouve Horty.
Il bondit sur Hippolène, qui est devenu très brave. « Je n'ai pas peur de toi, hurle Ortique. Moi non plus, je n'ai pas peur de moi. » Ça tue aussitôt le monstre. Dans un récit rationnel, réaliste, Hippolène aurait dû répondre au monstre « Moi non plus, je n'ai pas peur. » Et elle lui répond « Je n'ai pas peur. Je n'ai plus peur de moi. » Et qu'est-ce que ça fait? Ça tue le monstre. Interprétation, le monstre, c'était elle. Les monstres, les sorcières, les marâtres, les monstres qui peuplent l'imaginaire des enfants et des contes sont l'extériorisation de nos propres angoisses. Quand on grandit, on n'est plus dévoré par ses peurs et par ses angoisses, on arrive à les canaliser. Voilà. Alors cet exemple-là, pour vous montrer une illustration de la thèse de Bettelheim sur la fonction des personnages effrayants et sur l'imaginaire effrayant des enfants, et surtout, moi ce qui m'intéresse, le pari de l'intelligence du très jeune lecteur. On est très loin dans l'histoire de la littérature de jeunesse, de Martine et Tchoupi. Ce type d'ouvrages qui ont leur fonction, hein. On lit aussi pour se divertir. Et depuis Bettelheim, on a une génération d'auteurs qui produisent de la véritable littérature, c'est-à-dire qui abordent des questions complexes de façon complexe. Tommy Ungerer, Solo Taref, avec ce même pari de l'intelligence des enfants et qui abordent des questions. Là, ici, c'est le mal, c'est le vol, c'est l'abandon. Ici, c'est l'amitié, c'est l'amour. On voit apparaître dans l'édition, et ça, c'est complètement nouveau, ça a une dizaine d'années, pas plus, les manuels de philosophie pour enfants. Les plus connus, ce sont les goûters philo, Philofables. Mais c'est des outils qui sont très pratiques. Je continue aussi dans ce panorama qui n'est pas du tout exhaustif. Gallimard s'y est mis aussi, avec une collection qui s'appelle Chouette Pensée, à partir de 9 ans. Mon petit chouchou, alors c'est parce que c'est moi qui l'ai écrit évidemment, c'est un petit chouchou, c'est la maison d'édition. C'est un jeune philosophe qui a créé cette maison d'édition. Il a décidé donc de faire toute l'histoire de la philosophie, à travers des récits. Et à chaque fois, c'est une histoire qui raconte la vie et la pensée d'un philosophe. La philosophie avec les enfants, c'est pas une lubie non plus de professeurs de philosophie qui veulent faire de l'entrisme à tout prix à l'école primaire. Ce sont des pratiques qui sont déjà recommandées dans les programmes existants. Et ça, ce sont les programmes de littérature à l'école. De la maternelle au cycle 3. Dès l'école maternelle, l'enfant peut réfléchir sur les enjeux de ce qu'on lui lit lorsque le texte résiste à une interprétation immédiate. A fortiori au cycle 3. L'interprétation prend le plus souvent la forme d'un débat très libre dans lequel on réfléchit collectivement sur les enjeux esthétiques, psychologiques, moraux, philosophiques qui sont au cœur d'une ou plusieurs œuvres. Pas en plus, les débats philo, c'est déjà dans les programmes. Alors, pourquoi la littérature pour philosopher? D'abord parce qu'elle ouvre à tous les possibles. Je peux vivre des expériences que la vie réelle ne m'offrira jamais. Mais attention, je m'échappe d'irréel pour mieux y revenir. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans les ateliers philo avec les enfants, ils comprennent très bien que même dans un récit totalement fantastique, se dit des choses très concrètes, très réelles, qui nous renvoient à nous-mêmes et à notre expérience du monde. Ils n'ont aucune difficulté avec ça. La question qu'on se pose dans l'atelier philo de l'exemple que je vais vous donner, c'est déjà, est-ce que c'est bien de grandir? Unanimement, oui, c'est bien d'être grand, parce que quand on est grand, on peut faire... Ça m'embête beaucoup quand il y a unanimité dans le groupe, parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la problématisation. Problématisation, elle arrive toujours, souvent avec un contre-exemple. Il y en a qui ne veulent pas grandir, parce que, donc ils cherchent un exemple, comme Peter Pan. Il ne veut pas grandir. Il y en a qui ne veulent pas grandir parce qu'ils disent qu'on prend trop de responsabilités à moins important quand on est grand. À aucun moment, en 12 ans d'atelier de philosophie avec les petits, les grands, les adultes, tout ce que vous voulez, aucun n'est jamais intervenu un jour pour dire c'est n'importe quoi ton exemple, Peter Pan, il n'existe pas. On est dans l'imaginaire, on est dans un personnage, et pourtant ce personnage nous dit quelque chose de vrai. Quand j'interviens dans un atelier philo pour la première fois dans une classe,
Je travaille toujours avec le même texte. C'est une adaptation de Platon, qui s'appelle l'Anneau de Gygès. J'aime bien parce que justement, je transmets aussi la culture. Voilà, c'est Platon, c'est un philosophe, il vit en Grèce, voilà, c'était l'élève du premier philosophe, on pense qu'il s'appelait Socrate. Et là, voilà, c'est Platon, il a écrit un livre, La République. Les enfants n'ont aucune difficulté. Gygès est un berger. Un jour, il y a un orage et un tremblement de terre. Gygès entre dans le trou. Il y a le cadavre d'un géant qui porte à son doigt un anneau. Gygès vole l'anneau et le met à son doigt. Il se rend compte que quand il la met à l'intérieur de la main, les autres bergers se mettent à parler de lui comme s'il était parti. C'est pas possible. Cet anneau a le pouvoir de rendre invisible. Là, j'arrête la lecture. Demain, je vous donne pendant une journée. Vous avez la bague qui rend invisible. Évidemment, tout ce qui est de l'ordre de la transgression des interdits parentaux. Le Nutella la nuit. Conduire la voiture de papa. C'est pour faire des blagues à la maîtresse. Le vol. L'espionnage. Aussi, une fois, j'ai un enfant qui me dit « Je vais dans le cirque et je pousse le funambule ». Une fois qu'on a tous les exemples de transgression, je leur lis la fin de Gygès. Bon, Gygès séduit la reine, tue le roi et devient despote. Ce qui fait dire à Platon de l'importance de la loi pour vivre ensemble. Donc c'est bien un récit qui nous parle du bien, du mal et de la fonction de la loi dans la société. Une fois qu'on a toutes les transgressions des enfants, je leur pose 3 questions. Pourquoi tout ce que vous venez de me dire, c'est interdit? Les interdits parentaux, c'est pas pour vous embêter, c'est bien parce que la loi, elle a une fonction pour nous protéger et c'est parce qu'on nous aime. Question, qu'est-ce que ce serait une société s'il n'y avait pas la loi, s'il n'y avait pas l'intérêt? Loi de la jungle, ils appellent ça aussi les enfants. Puis troisièmement, qui est philosophiquement la question la plus intéressante, et là je prends toujours les exemples les plus provocateurs, tu es dans le cirque, il n'y a personne, il y a toi et le funambule. Il n'y a pas de caméra de surveillance. Tu peux le pousser. Est-ce que tu le ferais quand même? Anna, CP. Bien sûr, j'aurais envie de faire des bêtises, mais je ne ferai rien de tout ça, car j'ai la loi en moi. Il y a Anna, tu sais, il y a un philosophe qui s'appelle Emmanuel Kant, mais il a dit la même chose que toi. Pourquoi la littérature? Parce qu'elle nous montre tous les possibles. Deuxièmement, parce qu'elle facilite ce que j'appelle donc la rigueur philosophique des échecs. Elle sert de médiation. Et c'est une bonne distance qu'instaure la littérature entre l'expérience personnelle qui est trop chargée d'affect et le concept qui est trop abstrait. Elle interprète le mystère du texte, rien c'est le souvenir de sa maman. Elle généralise en disant « la mort des fois on peut revivre dans le cœur des autres » et elle l'applique à sa vie comme moi mon hamster. Donc on a vraiment une articulation extrêmement fine sur l'interprétation littéraire, la conceptualisation philosophique et l'application à la vie. La question qu'on se pose sur l'amour, c'est est-ce que l'amour nous rend meilleurs? Contre-exemple de jalousie. Cyrano aide son rival à séduire sa bien-aimée. La parole dans l'atelier philo. Cyrano, il n'a pas raison d'écrire à la place de Christian. Il est fou. Il aime Roxane et il aime Christian. C'est nul. Je ne laisse pas à un autre. Il est nul de faire ça. Et l'école, elle est là pour former des citoyens éclairés. C'est la mission, c'est toujours dans les préambules, c'est la mission de l'école, c'est apprendre à réfléchir de façon rigoureuse. Les ateliers de philosophie, ils sont là. Et en plus, c'est des moments de vocabulaire, c'est des moments d'écriture, c'est le moment de transmission d'une culture littéraire historique aussi. Je vous ai montré le pont qu'on peut faire aussi avec les programmes d'histoire, les programmes de sciences, quand on réfléchit sur qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique. On fait le pont aussi avec ce qui se fait en sciences, on fait le pont avec ce qui se fait en art, quand on réfléchit sur qu'est-ce que c'est qu'être le beau ou être un artiste. Donc on fait des ponts aussi avec les disciplines scolaires, c'est pas un moment à part. Parce que souvent les disciplines, on n'interroge pas les enfants. À quoi ça sert d'apprendre? Juste un exemple là-dessus, oui. On avait fait l'atelier philo sur l'art et le beau, et l'enseignante m'avait dit, mais ça les a complètement décomplexés. Parce que pour eux, en art visuel, il fallait être bon en dessin, il fallait techniquement être performant. Et ils ont compris qu'un grand tableau ou un chef-d'œuvre, c'est un tableau qui n'est pas forcément ressemblant et pas forcément beau. Et ils ont compris que c'est la démarche qui compte. C'est pas la prouesse technique. Et l'enseignante m'a dit, mais c'est incroyable parce qu'en art visuel maintenant, ils se lâchent. Ils ont compris ce que c'était qu'une démarche artistique grâce aux ateliers philo. Donc ça a vraiment du sens par rapport aux activités scolaires classiques.